remercie Janine Tesson, l'auteur, qui est là, et auteur de nombreuses publications, nombreux livres. Et donc, elle nous parlera de ça, justement. Le titre, c'est « La biographie et l'autobiographie ». Toute une activité très intéressante, très originale et très curieuse au sujet de la littérature et de ses livres, mais aussi de la littérature en général. Et je remercie aussi Chiara Ramiro, qui coordonne et qui a créé ce cycle « Vous les aimerez ». Mais je crois que vous les aimez déjà. Ce n'est pas une future, c'est un présent. Je laisse la parole tout de suite à Chiara Ramiro. Merci. Merci Manuela. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je tiens à remercier effectivement l'Alliance française, donc Manuela Vico et la Minute française, et en particulier Alice Galouin, parce qu'en fait c'est avec elle que j'ai pensé ce cycle de rencontres, et grâce à elle et donc à l'Alliance et à la Minute française que tout cela est possible. Donc, merci également à Jordan, donc, vous voyez à côté de nous, donc, technicienne, stagiaire, qui rend possible aussi cette initiative et qui a également créé donc, avec moi le dossier sur Janine Tesson. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à nous écrire après cette rencontre et on vous donnera voilà, un petit peu un dossier pour découvrir encore plus l'autrice et notamment ces extraits qu'elle va nous lire, parce qu'en fait, il y aura pas mal de lectures dans le cadre de cette séance, qui est une deuxième séance, donc cycle que nous avons commencé avec Bernard Friot. Nous continuons ce soir avec Janine Tesson et on va continuer avec une troisième séance, donc le 16 avril avec Laurent Contamin, que je vois dans le public, et ça portera notamment sur le théâtre. Donc on va parler plutôt de théâtre, théâtre pour les adultes et théâtre de jeunesse, donc grâce à cet auteur, donc Laurent Contamin, qu'on va rencontrer et accueillir dans le cadre de voilà, ce cycle de rencontres, donc le 16 avril. Donc, merci, comme je disais, à l'Alliance française, la Minute française, à Jordan. Merci à tous les professeurs qui sont présents aujourd'hui. Merci aux élèves, aux étudiants. Donc, on a un public très varié dans cette séance. Notamment, je sais qu'il y a pas mal des établissements qui sont présents dans la salle, donc des collèges, des lycées, de départements différents. Donc, je vois à Ivrea, à Savone, à Cuneo, à Alba, etc. Donc, on a effectivement un public très, très varié qui a envie de t'écouter, Janine. Donc, merci à Janine Tesson qui a accepté de participer à cette deuxième séance, avec laquelle, comme Manuela le disait, on va parler de biographie, d'autobiographie et surtout de femmes. Donc, on va explorer je dirais, ces personnages féminins à travers certaines œuvres. Donc, c'est vrai que ça a été difficile de faire un choix, tant la production de Janine Tesson est variée, diversifiée, riche. Moi, j'aime bien la présenter comme autrice polymorphe, parce qu'en fait, elle écrit dans des genres différents. Donc, on a des romans, des poèmes, des pièces de théâtre, des albums, des livres pour les enfants. Et elle écrit aussi, et je la cite, pour des lecteurs de 3 à 103 ans. Donc, j'aime bien cette citation que j'ai vue dans la 4e couverture d'un de ses livres dont on va parler. Donc, public varié et production très variée. Donc, ce soir, et après, je laisse bien sûr la parole à Janine Tesson. Donc, on va parler, comme je disais, de biographie et d'autobiographie. Et pourquoi la bios? Donc, pourquoi la vie comme sujet central de cette rencontre? Parce qu'on essaiera, comme je disais, d'explorer un petit peu les vies, les existences qui sont présentes et présentées dans certains livres de Janine Tesson. En particulier, donc, il sera intéressant de découvrir ces personnages, notamment les personnages féminins qui peuplent tes livres, Janine, en partant de certaines œuvres qui sont effectivement des biographies de certains personnages féminins, notamment, des textes qui sont plutôt du côté de l'autobiographie, mais on essaiera également de parler d'autres œuvres où effectivement, on verra, je ne veux pas donner la réponse, s'il y a quand même quelque chose de toi dans certains livres, mais qui ne sont pas présentés de façon explicite comme des récits autobiographiques. Donc, je commencerai ce dialogue. Alors, comme on a fait pendant la première rencontre, donc je vais échanger avec Janine Tesson, et je vais ensuite laisser la parole au public. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure, si vous avez des questions, à les écrire dans le chat. Et ensuite, ce sera Jordan qui lira vos questions et les posera à l'autrice, donc directement à Janine.
Donc, je commencerai donc ce dialogue en commençant par tes biographies. Donc, notamment, tu as rédigé 2 biographies. Donc, je ne sais pas si vous voyez les couvertures, peut-être avec mon fond, c'est un petit peu compliqué. Donc, la première biographie, c'est la biographie de Germaine Tillon, Un long combat pour la paix. Et le deuxième, c'est un autre livre plus récent, donc, qui est Elles ont aimé un nom plus jeune. Donc, c'est à partir de ces 2 textes que j'aimerais bien, ces 2 livres, que j'aimerais bien commencer ce dialogue, cet échange avec toi, en te posant la question donc, par rapport au premier livre que j'évoquais, donc Germaine Tillon. Alors, qui est Germaine? Est-ce que tu peux nous présenter Germaine Tillon et pourquoi tu as voulu effectivement écrire sa biographie? Donc, je te laisse la parole, Janine, et je coupe le micro. Avant de te laisser la parole, je demande à tout le monde de couper le micro et je te laisse la parole, Janine. Bonjour, d'abord, merci de m'avoir invitée et je ne sais vous dire combien je suis heureuse d'être téléportée en Italie. C'est merveilleux pour moi. Donc, pourquoi? Alors, qui est la question que tu me poses, Chiara, c'est qui est Germaine Tillon? Donc, Germaine Tillon est une femme qui est née en 1907. Ça fait du bruit, mon micro, hein? C'est une femme qui est née en 1907, qui est morte en 2008, donc à 101 ans, et qui a été élevée de façon très moderne dans le principe qu'une femme pouvait faire le métier qu'elle voulait. Elle a choisi l'ethnologie et elle est partie en Algérie dès les années 30 pour étudier les tribus Chaouia. Et donc, elle a fait ça toute seule à une époque où les femmes étaient plutôt vouées à se marier et à avoir des enfants. Et puis, elle s'est engagée en 1940 dans la résistance parce que pour elle, c'était impossible de plier devant une idéologie aussi insupportable et dégradante que le nazisme. Donc, ce n'était pas tellement le fait d'être vaincue qui l'a révoltée, mais elle savait ce que c'était que le nazisme, et donc pour elle, c'était ça qui était insupportable. Donc, elle a pris la tête du groupe, du premier réseau de résistance, qui était le réseau du Musée de l'Homme. Et bientôt, elle a été trahie et elle a été emprisonnée à Ravensbrück, qui était un camp d'extermination par le travail. Là, elle se comporte en ethnologue. Elle étudie le camp, elle étudie combien peut rapporter une femme qui est complètement affamée, qui va travailler jusqu'à la mort. Elle étudie, elle se pose des questions sur à qui ça rapporte. Et c'était à Himmler, puisque c'est lui qui possédait le camp de Ravensbrück. Et elle fait la liste des femmes qui sont avec elle, elle fait la liste des SS, des gardiens, enfin, elle fait des relevés dignes d'une chercheuse qu'elle est, et elle survit, elle témoigne, elle garde son humour, elle a même écrit une petite opérette, Le Verfügbar aux Enfers, qui a été mis en scène et qui a été joué pour l'anniversaire de ses 100 ans. Et elle dit qu'elle a survécu grâce à l'amitié de ses camarades. Et parmi ses camarades, il y avait une résistante italienne, née à Mondovì, qui est Lydia Rolfi, qu'on connaît. Et voilà, moi j'ai toujours été passionnée par la résistance parce que mes parents, ils avaient vécu la Deuxième Guerre mondiale. Et pour eux, leur héros, je dirais presque même leur mythologie, c'était la résistance. Donc j'ai été baignée là-dedans, et quand j'ai rencontré Germaine Tillon, résistante, aussitôt ça m'a attirée. Et puis, après avoir témoigné au procès de Hambourg, avoir représenté les femmes de Ravensbrück, elle est retournée en Algérie, c'était en 1954, et là, elle a découvert
la situation horrible des Algériens, ce qu'elle a appelé la clochardisation, c'est-à-dire le résultat d'une politique coloniale. Et donc là, à ce moment-là, va commencer la guerre d'indépendance de l'Algérie. Et elle voit dans les combattants algériens les frères de ses amis résistants, de ses camarades résistants, puisqu'ils donnent leur vie pour la liberté de leur peuple. Pour elle, il n'y a pas de différence. Donc, elle va tenter de faire comprendre au gouvernement français qu'il faut arrêter de faire parler les armes, et elle résiste de toutes ses forces à l'opinion générale qui est l'Algérie nous appartient, nous devons la garder, voilà. Et ses combattants sont des terroristes, ainsi de suite. Donc elle résiste et elle lutte contre ce qu'elle a pour adversaire la méchanceté et la bêtise. Et elle dit que toute sa vie, elle va lutter contre ces deux ennemis. Donc, moi, j'ai vécu au Maroc dans les années 50 et je sais très bien ce qu'elle veut dire quand elle parle de l'apartheid à la française. Je sais ce que c'est parce que dans les années 50, c'était encore la colonisation au Maroc. Et quand elle parle aussi d'un racisme institutionnel, je sais de quoi elle parle. Et ce sont des choses qui me tiennent à cœur, qui me blessent en tant que Française. Je suis heureuse qu'actuellement la France commence à reconnaître ce qui s'est passé. Germaine Tillon disait « Je ne connais qu'une race, la race humaine ». Et donc, pour moi, c'est une femme qu'il faut suivre et c'est une femme dont la pensée est toujours d'actualité. Elle a, jusqu'à 100 ans, elle a lutté pour les droits des femmes, pour leur éducation, contre l'excision, contre la guerre. Voilà. Donc, comme une grande majorité des Français, moi, je ne la connaissais pas au début. C'est seulement parce que j'ai offert un de ses livres à ma fille qui avait fait des études d'ethnologie. J'ai lu ce livre et à partir de ce moment-là, j'ai été captivée par cette femme. Et comme je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de biographie de Germaine Tillon, j'ai fait toutes les recherches possibles et j'ai écrit ce qui reste jusqu'à maintenant l'unique biographie de Germaine Tillon. Et je me suis littéralement attachée à elle, comme on s'attache à une amie. Je ne l'ai pas rencontrée, mais ses amis m'ont montré des vidéos, et au bout d'un moment, je connaissais sa voix, je la connaissais comme si je l'avais fréquentée. J'éprouvais de l'amitié pour elle, j'aimais son humour, enfin tout ça fait que j'ai toujours l'impression de l'avoir connue. Alors que non, je ne l'ai pas connue. Mais ça a été une très belle aventure pour moi d'écrire cette biographie. Et je pense que même bon, en tant que lectrice, hein, donc moi j'ai lu ce livre et je pense en tant que lecteur-lectrice, on a eu la même impression donc, de connaître effectivement le personnage de Germaine Tillon à travers tes descriptions, à travers tout ce que tu racontes par rapport à ce personnage, effectivement, qui est un personnage extraordinaire. Et je me suis posé la question en lisant effectivement la biographie, où commence alors, bon, on connaît bien effectivement les caractéristiques d'une biographie, mais est-ce que tu as ouvert le monde de Germaine Tillon à la fiction, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des éléments fictifs hein, dans cette biographie? Et c'est-à-dire, ma question est plutôt où se termine la réalité et où commence la fiction dans ce livre? Alors ça, juste une chose, Janine, je pense qu'une solution, ça pourrait être, par exemple, d'essayer de baisser le son de ton ordinateur. Je pense qu'on peut essayer comme ça, peut-être que le bruit sera moins fort. Je vais voir comment je peux faire. Dites-moi un peu comment je peux faire. Normalement, il y a le petit symbole sur la gauche, non, droite, en bas à droite.
Oui, Si tu cliques dessus, normalement, il y a une barre et tu descends le son un petit peu. d'accord. Peut-être, hein, on va voir. Comment ça va là? J'ai Non, c'est à baissé peu un près la peu. même chose. Là, ça va? Non, c'est… Oui. Non? Non, mais on t'écoute, en tout cas, Attends, on là, t'entend bien. ça va? Mhm. Là, Oui, oui, oui. comment ça va? Ça va un peu mieux? Oui, un petit peu. Un petit peu? Ah, tant mieux. Oui, donc la question que tu poses, Chiara, sur la fiction et la biographie, pour moi, ça a été une question terrible parce que moi, j'étais une romancière et c'était la première biographie que j'écrivais. Et tout à coup, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas du tout faire appel à ce qui est mon outil principal, c'est-à-dire mon imagination. J'étais obligée, j'étais tenue de respecter la vérité et de ne pas dépasser. Donc, c'était très frustrant pour moi. Et donc, en effet, j'ai quand même glissé un peu de mon imagination dans ce récit, puisque le premier chapitre et le dernier chapitre sont du Janine Tesson, puisque j'ai imaginé ce qui se passait dans la tête de Germaine Tillon le 19 avril 2008, quand elle est morte. Et donc, personne ne pourra m'accuser d'avoir raconté des mensonges, puisque personne n'était dans sa tête. Et j'en ai profité, donc voilà. Merci beaucoup. Et je pense qu'on peut passer à une lecture. Donc, comme je vous ai dit, il y aura pas mal de lectures dans cette rencontre. Donc, on va écouter un extrait de Germaine Tillon, Un long combat pour la paix. Germaine éprouve un grand calme, mêlé d'un peu de tristesse, de quitter ses amis et ces femmes dévouées qui l'ont entourée de respect et d'affection dans sa vieillesse. Si elle n'a pas été mère, elle sait que beaucoup vont la pleurer comme une mère. Elle se laisse flotter vers la mort, pense aux roses de son jardin breton et sourit. Mais soudain, elle sent près d'elle une présence. Qui lui parle ? Ma fille, ma petite Germaine, est-ce possible que tu aies plus de 100 ans ? Maman, tu as toujours ton esprit léger. Oui, mais maintenant que je suis devant toi, je sais ce que tu voudrais que je te dise, Germaine, ce que tu as toujours voulu savoir. Comment je suis morte exactement ? Tu as fait d'innombrables recherches, crois-tu que je l'ignore ? La mort est rapide, ma fille, ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est important, c'est que je suis morte en ayant la certitude que tu vivrais et que tu resterais la jeune fille lumineuse que tu étais. J'ai pensé à toi au dernier moment, comme à un chevalier qui n'aurait pour armure que son intelligence et sa droiture. J'ai dit en fermant les yeux, Germaine, reste inflexible dans tous les combats et venge-moi, venge-nous. Et tu m'as bien vengée, ma chérie. Mais quels mots étranges de ta part, maman, toi qui étais si pacifique. Tu nous as vengés en ne t'abaissant jamais, en gardant ta lucidité et ton honnêteté scientifique, même au milieu des camps de la mort. Tu nous as vengés en témoignant, en ne baissant pas, en ne haïssant pas ceux qui étaient nos ennemis. Tu nous as vengés en gardant ta bonté. Tu nous as vengés en ayant survécu, tout entière, intacte. Tu nous as vengés en continuant à vivre, en ne te laissant pas envahir par le désespoir, en t'intéressant aux plus faibles et en luttant pour la dignité humaine, sans jamais te lasser. Tu sais tout ça ? Bien sûr, tu m'as porté partout avec toi, même là où j'aurais préféré ne pas être. Tu crois que je n'ai pas eu peur devant les armes des résistants algériens ? Et quand tu ouvrais la bouche pour dire des vérités qui auraient pu te tuer, tu crois que je n'ai pas tremblé ? C'est drôle. J'avais toujours l'impression que tu étais à mes côtés, mais je n'en étais pas sûre. Mon armure de chevalier, c'était toi alors ? Merci beaucoup, Janine, pour cette belle lecture. Merci. Alors, on vous propose des extraits ce soir, des lectures.
qui sont tirés d'une vidéo qui a été réalisée par la Maison pour tous Frédéric Chopin de Montpellier. Donc, on remercie chaleureusement. Une très belle vidéo d'où on a tiré quelques lectures qu'on va vous proposer ce soir. Donc, si on reste toujours dans le cadre de la biographie, comme je disais, tu as rédigé 2 livres hein, qui sont effectivement des biographies, donc la biographie de Germaine Tillon, et il y a aussi un autre livre où tu présentes effectivement toujours des personnages féminins, les vies de certains personnages féminins. Donc, c'est ce livre dont le titre est « Elles ont aimé un homme plus jeune ». Et je te pose un petit peu la même question. Donc, comment tu as choisi ces personnages? Donc, il s'agit d'un livre où tu présentes 20 biographies de femmes. Et qui sont ces femmes? Donc, comment tu les as choisies? Pourquoi? Tu peux nous donner quelques idées par rapport à leur identité. Est-ce qu'ils ont des points communs, ces femmes? Tu dois activer ton micro, Janine. Voilà. Leur point commun, évidemment, et il est dans le titre. Elles ont aimé un homme plus jeune. Voilà leur point commun. Alors, comment j'ai découvert ces femmes? C'est surtout que je me suis rendu compte en lisant des biographies de femmes historiques que beaucoup avaient aimé, avaient épousé un homme plus jeune, un ou plusieurs. Et donc, c'était des femmes d'envergure, des femmes de talent, des femmes qui avaient eu des belles carrières. Et donc, je me suis posé la question et j'ai commencé à les collectionner. Et c'était une époque, j'ai commencé ça en 2012, à une époque où monsieur et madame Macron n'étaient pas connus. Donc, c'est venu avant, c'est comme ça. Et donc, j'ai choisi 20 femmes parmi des centaines, parce que je pourrais écrire 3 tomes sur le même sujet, hein, si je voulais. Donc, ce sont des femmes historiques, parce que je voulais que l'on connaisse le début et la fin de leur histoire d'amour avec le jeune homme. Donc, ça commence au Moyen-Âge avec Diane de Poitiers. Je voulais commencer avec la femme de Mahomet, et puis finalement, je ne l'ai pas fait, mais elle avait quand même 15 ans de plus que lui, ce qui est intéressant. Et donc, mais j'ai commencé avec Diane de Poitiers au Moyen-Âge, qui a vu naître son amant, donc Henri II, roi de France. Et ça se termine par Gabrielle Russier, qui est une professeure amoureuse de son élève qui s'est suicidée en 1969, à une époque où on emprisonnait les femmes qui aimaient des hommes plus jeunes. Donc, de cette histoire de Gabrielle Russier, André Cayatte a fait un film, Mourir d'aimer, et Charles Aznavour a aussi fait une chanson. Donc, en passant par George Sand, Helena Rubinstein, Marie Curie, Sarah Bernhardt, Edith Piaf, donc je suis passée d'une écrivaine à une chercheuse, à une peintre, à une femme d'affaires, à une photographe nazie, et j'ai trouvé que j'ai compris que si elles avaient un point commun, c'est qu'elles étaient avec des hommes plus jeunes, et que dans les couples qu'elles formaient avec eux, la domination millénaire de l'homme sur la femme n'existait pas. Et donc, c'est la réponse à la question pourquoi ces femmes étaient-elles avec des hommes plus jeunes? Je suppose que si elles avaient été avec des hommes plus âgés, elles n'auraient pas eu la liberté d'aller jusqu'au bout d'elles-mêmes. Elles auraient eu beaucoup plus de difficultés puisque l'homme aurait essayé de jouer son rôle d'homme traditionnel. Mais dans ces couples, la situation n'est pas hiérarchique, elle n'est pas inversée. Ces femmes sont très respectueuses de la liberté du jeune homme, elles l'aident beaucoup à s'épanouir, il y a une grande connivence entre eux, et j'ai découvert que la plupart des couples étaient quand même des couples démocratiques. Ce qui est merveilleux, qui existe maintenant, mais qui longtemps n'a pas existé. Voilà, donc ça a été un vrai plaisir aussi d'écrire ces biographies. Et tu as choisi de nous présenter un extrait, une partie de la biographie de Colette. Oui, oui.
qu'on va écouter avec plaisir. Issu d'une modeste famille bourgeoise juive, fils d'une mère dure et d'un père froid et raide, Maurice trouve auprès de Colette la sensualité, la chaleur, l'amour, la fantaisie. Elle connaît auprès de lui une volupté qui, loin de ravager sa vie, lui donne une inépuisable puissance de travail. Sur un paquebot, dans un palace, chez un prince, jamais elle ne cesse d'écrire. Il lui offre la Méditerranée, la Provence. Elle s'émerveille. Elle l'appelle Satan. Il est gai et silencieux. Il se fait le serviteur de son écriture. Amoureux l'un de l'autre, corps et âme, leur vie est un long chemin main dans la main. Ils achètent la treille muscate au bord de la Méditerranée. Pendant 15 ans, ils y passent leurs vacances. C'est là qu'elle commence La naissance du jour, le livre préféré de Maurice. Soutien intellectuel, financier, affectif, il lui permet une immense création littéraire. 15 volumes en 15 ans. Colette écrit plus de 10 heures par jour, mais elle jardine aussi, fait des promenades avec ses animaux. Chaque matin, elle nage longuement, puis partage avec Maurice des repas de pain d'ail et la sieste, bien sûr. Il ne vit que pour elle et jamais ne cherche à lui imposer quoi que ce soit. Il observe le décalage entre la réalité du moment et les sujets de ses livres. Tandis qu'ils vivent des heures ardentes à la treille, elle écrit le renoncement au plaisir. Elle ne parlera de Maurice que 20 ans plus tard, dans l'Étoile Vespère. Il l'accompagne à Paris, Marseille, Bruxelles, Nice. Et il observe toujours Colette et son souci de perfection douloureux. Jamais satisfaite, elle déchire plus de feuilles qu'elle n'en conserve. Elle recommence 10 fois la même page. Exigeante, elle déteste par-dessus tout faire du Colette. La lire procure chaque fois à Maurice le choc délicieux qu'il a éprouvé à 16 ans. Pour lui, elle écrit la langue des dieux. Serviable, patient, stoïque, il respecte, quand elle est en écriture, des silences qui peuvent durer 9 heures. Merci Janine, on t'écouterait je pense pendant des heures. Donc c'était vraiment juste un petit extrait qui met l'accent sur effectivement l'amour entre ces deux personnages, donc l'amour qui est au centre de toutes les biographies que tu nous présentes dans ce livre. Et si on reste justement sur ce sujet important, l'amour qui est présent dans tous tes livres, je dirais, même dans les récits, dans les livres que tu présentes effectivement comme des récits autobiographiques, il y a l'amour. Et je pense à L'Enfant Plume, donc l'autre livre que je voulais bien présenter ce soir. Nous ne sommes plus dans le cadre de la biographie, nous sommes dans le cadre de l'autobiographie. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce livre? Donc là aussi, il y a des femmes, il y a de l'amour, donc une histoire d'amour, un amour différent. Alors, qui sont ces femmes, effectivement, ces personnages féminins que tu présentes et qui sont présents dans ce récit autobiographique, L'Enfant Plume? Eh bien, l'enfant plume, donc, traite de l'anorexie. Et comme on le sait, l'anorexie est plutôt une maladie de femmes qui atteint surtout les femmes. Donc, bien sûr, dans ce récit autobiographique, il va y avoir essentiellement des interrogations de femmes. Alors là, c'est un récit autobiographique, donc c'est moi qui parle et je parle en tant que mère. Et l'amour que j'interroge, c'est l'amour de la mère, l'amour maternel pour son enfant, pour ses enfants. Donc j'écris un récit à la première personne et je raconte comment pendant 10 ans, j'ai accompagné ma fille qui était anorexique. Mais dans ce récit, je n'ai pas voulu faire un récit comme un témoignage à la télévision ou des choses comme ça. C'est quand même un récit qui est très écrit
et où l'écriture transfigure un peu même beaucoup les choses. Donc, ma place dans ce récit est essentiellement celle de la mère. Jamais je ne parle à la place de ma fille, jamais. Et donc, dans ce livre, je raconte mes carences, mes souffrances de mère, mes recherches sur moi-même et mes échecs, beaucoup, mes victoires, toutes mes interrogations. Voilà. Donc, j'interroge aussi la chaîne des femmes qui s'est déroulée avant d'arriver à ma fille, qui est le chaînon qui va casser justement. Et je m'interroge sur ma mère, ma grand-mère et moi-même, et je me rends compte que aucune de ces femmes, moi y compris, n'a aimé être une femme, parce que la vie que l'on nous proposait ne nous convenait pas. Et qu'on valait mieux que ce qui nous était imposé, mais ni ma grand-mère, ni ma mère, ni moi n'avons eu le courage et les moyens de nous libérer au moment où il le fallait, quoi, très jeune. Et donc, le fait de rejeter cette vie de femme, ça, comment dire, ça a été transmis. Je l'ai transmis à ma fille et elle a failli en mourir. Bon, et puis, comme je l'écris dans ce livre, ce cheminement a été comme une double renaissance. C'est-à-dire que moi, je me suis réconciliée avec la femme que je suis et elle s'est réconciliée avec la jeune fille qui allait vers la femme. Et nous nous sommes toutes les deux réconciliées avec nous-mêmes. Finalement, ma fille a guéri, ce qui est merveilleux, ce qui n'est pas toujours sûr dans l'anorexie. Elle a toujours été indépendante. Elle a eu 2 filles qu'elle a merveilleusement élevées, qui sont mes petites filles. Et voilà, donc c'est un livre qui a été douloureux à écrire. J'ai mis 2 ans pour écrire ce livre. Et je l'ai fait lire à ma fille avant qu'il soit publié, pour qu'elle me donne son accord, bien sûr. Elle me l'a donné. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas réalisé à quel point ses parents avaient souffert. Mais voilà, donc c'est aussi une aventure de vie. Je crois que certains livres sont des grandes aventures de la vie aussi. Voilà. Et si je peux me permettre, c'est un livre extraordinaire. C'est un livre qui parle de courage, de force, et on le voit, donc on parcourt effectivement cette existence difficile. On comprend bien la difficulté de la période, donc on vit en tant que lecteur, bien sûr, on accompagne effectivement ton existence et l'existence de ta fille, mais je pense que ce qui sort de ce livre, c'est vraiment ce message de courage, d'espoir, et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié en tant que lectrice. Et on vous propose justement un extrait qui a été choisi par Janine même, pour vous faire découvrir un petit peu ce roman, c'est un roman, ce récit voilà, autobiographique qui est extraordinaire. Corps torturé, réduit à la famine, elle est tout à la fois le bourreau et la victime. Et nous, les parents, qui sommes-nous? Des spectateurs qui se tordent les mains et reniflent. Fini la tenue, la retenue, l'élégance. Le barrage craque, je pars en eau. J'ai les yeux toujours rouges, je pleure sans discontinuer, comme une fuite de robinet ou avec des sanglots qui m'arrachent les côtes. Je pleure dans mon assiette, chez mes amis, en voiture, en faisant la cuisine, en dessinant, sous la douche. Je suis une serpillière, à tordre à tout moment. Quand je suis seule, je hurle moi aussi, mais ça ne finira donc jamais. Il ne s'agit pas que ça finisse,
mais que ça finisse bien. Merci Janine pour cette autre lecture. Et je mettrai l'accent sur le bien, que ça finisse bien. Et justement, c'est le message qui est présent dans tout le livre, notamment à la fin du livre. Donc, on voit ce dénouement attendu qui arrive. Alors, on a parlé ici de biographie, de récits autobiographiques, mais est-ce que dans d'autres romans, donc tu ne présentes pas forcément comme récit autobiographique, il y a quelque chose de toi? Je pense par exemple à certains livres dont les personnes présentes ici ont lu des extraits ou sont en train de lire le roman ou ont lu dans les années passées, précédentes. Je pense par exemple à La valise oubliée. Et je terminerai, avant de laisser la parole au public, sur ces deux romans, donc La valise oubliée et Au cinéma luxe. Donc, on passe vers la littérature de jeunesse parce que, comme je disais, tu as écrit aussi et tu écris encore aujourd'hui pour les jeunes, pour les enfants, pour les préadolescents, pour les adolescents. Donc, il s'agit ici de deux livres de jeunesse, donc pour la jeunesse, La valise oubliée et Au cinéma luxe. Et donc, je te pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose de toi dans ces deux romans? Dans La valise oubliée, il y a beaucoup de moi. La valise oubliée, c'est le premier roman que j'ai écrit pour la jeunesse. À l'époque, j'écrivais pour des adultes. Et un jour, j'ai repensé à ce qui m'était arrivé quand j'avais ma petite troupe de clowns, puisque j'ai été aussi clown. et je me suis dit, je dois raconter ça aux enfants. Donc, j'avais une troupe de clowns, ils étaient une douzaine, de 8 à 15 ans. Et nous allions jouer dans les maisons pour jeunes, dans les écoles, dans des petits théâtres. Et donc, j'ai mêlé mon vécu à la fiction. J'ai mélangé ça et j'ai pu raconter ce que j'avais vécu tout en restant quand même en retrait, puisque je ne suis pas le personnage principal de ce petit roman. D'ailleurs, les élèves vont se demander qui je suis. On verra s'ils trouvent, mais ils vont trouver très facilement. Mais tu es là. Ils vont trouver très facilement. Donc, on était une troupe de clowns, on s'appelait la famille Cornichon, moi j'étais la mère Cornichon et les enfants étaient les enfants Cornichon et voilà. Et on a joué partout, même dans un hôpital, et c'est ce que je raconte dans ce petit roman. Donc, où le personnage principal est un petit garçon, Johan, qui parle et on sait ce qui se passe dans sa tête. Lui, ça ne lui plaît pas tellement d'être clown, mais on l'oblige à sortir parce que son père a eu un accident, qu'il a été blessé, qu'il est déprimé et tout ça. Et ils arrivent à l'hôpital. Je raconte un peu ou les gens le savent. Je n'avais pas activé le micro. Peut-être une petite présentation brève et après on peut passer à la lecture. Les enfants vont vont faire ce spectacle dans un hôpital pour enfants handicapés. Christine, qui est la chef de la troupe de clowns, quand elle voit le public d'enfants gravement handicapés, elle perd tous ses moyens. Et ce sont les enfants qui font le spectacle, qui font un merveilleux spectacle, à leur façon, un spectacle éblouissant, et qui vont aller aussi vers tous ces enfants qui ont des graves handicaps. Et donc, au cours de ce spectacle, Johan a compris que quand les adultes perdaient pied, quand ils flanchent, l'enfant peut les aider. Et donc, il décide que quand il rentrera chez lui, il va parler à son père. C'est un roman qui parle de handicap, qui parle de maladie. Donc, ces thèmes, qu'encore aujourd'hui sont considérés comme des thèmes difficiles à aborder en littérature, tu le fais en parlant aux adolescents, préadolescents, adolescents, avec un langage qui est justement accessible, donc qui permet effectivement de tout dire aux enfants, et avec un message qui est un message positif, un message d'espoir. Avant de passer à l'extrait, j'aimerais bien aussi que tu nous parles un petit peu de cinéma luxe, et je terminerai sur cela. Là aussi, c'est en... Bon, je dis rien, je te laisse parler, je ne veux pas trop dire. Je te laisse la parole, Janine.
Alors là, c'est difficile de parler de Au Cinéma Luxe parce que c'est un roman qui est basé sur un secret. Et ce secret, on le découvre à la fin. C'est pour Et ça c'est... que j'ai coupé la parole, parce que sinon j'allais dire des choses qu'il ne faut pas dire. Ah, Parce que d'accord, sinon, voilà, c'est un secret. d'accord. Donc, c'est un jeune homme et une jeune fille qui tombent amoureux dans un cinéma, mais ils ont un secret très lourd, l'un et l'autre, et ils n'osent pas le dévoiler à l'autre. Et l'un et l'autre sont persuadés, chacun est persuadé qu'il ne pourra pas être aimé avec, quand le secret sera dévoilé. Voilà. Alors, je m'attacherai surtout à parler de Marine, donc, qui est la jeune fille, et qui est une jeune fille qui est brisée, qui a perdu ses parents dans un accident, qui est atteinte physiquement, et heureusement, elle a sa grand-mère. Voilà. Et là, moi, j'adore les personnages de grand-mère ou de vieilles dames qui sont là pour aider la jeunesse. Et cette grand-mère, discrètement mais fermement, elle va ramener Marine sur le chemin de la vie. Donc, elle va lui redonner goût à la vie. Par exemple, dans un livre comme La salle de bain d'Hortense, que j'ai écrit, un roman pour adultes, on trouve Hortense qui a le même caractère que la grand-mère de Marine. Donc, alors d'une part, pour créer Marine, c'était pas si simple pour moi. J'ai été obligée de faire une plongée archéologique dans mon adolescence, qui était une adolescence très tourmentée. Donc, j'ai sorti de cette plongée, j'ai trouvé le désespoir de l'adolescence, mais aussi l'élan de vie. J'ai trouvé le manque de confiance en soi, mais aussi l'audace. J'ai trouvé tout ça et j'ai donné tout ça à Marine pour qu'elle soit un personnage vivant. Et pour créer sa mère grand, comme elle appelle sa grand-mère comme ça, j'avais le modèle de ma grand-mère. Parce qu'à l'époque, moi-même, je n'étais pas encore grand-mère. Maintenant, si je dois créer un personnage de grand-mère, je prendrai un peu exemple sur moi-même. Et donc, pour moi, dans presque tous mes livres, il y a un adulte qui est aidant, le rôle de l'adulte, c'est ça, c'est de représenter la solidité, c'est le courage de vivre et le plaisir de vivre. Par exemple, c'est Jacques Prévert, un poète que j'aime beaucoup, qui a dit il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Eh bien, je crois que c'est ça la mission des adultes vis-à-vis des enfants. Donc, je n'ai pas dévoilé le secret au cinéma luxe, mais j'ai parlé de deux personnages de femmes de deux générations différentes. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, je vous conseille de lire ce roman. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Donc, alors, je ne sais pas si... il est déjà 18h21. On peut passer aux questions. Manuela, qu'est-ce que tu en penses? Et après, on peut proposer d'autres lectures. Si vous voulez bien écouter d'autres extraits, on a un extrait de La valise oubliée, un extrait au cinéma luxe. Et on peut aussi terminer sur d'autres textes, effectivement, qui ont été rédigés par Janine Tesson. Je pense que, vu qu'on est en train de parler de cinéma luxe, on peut passer à la question. Donc, Jordan, je vous laisse lire la question qu'on a dans le chat, vu qu'on est en train de parler de ce roman-là. Oui, donc Katia Versio nous dit d'abord que au cinéma luxe, c'est son coup de cœur, l'un des plus beaux livres qu'elle a jamais lu. Et donc sa question, c'est est-ce qu'il y a selon vous un âge à partir duquel on peut parler aux enfants en tant qu'enseignants de thèmes complexes, par exemple l'anorexie, l'homosexualité, etc. Merci Katia pour cette question. Je crois que les enfants, ils peuvent tout comprendre. Ils peuvent tout comprendre, mais c'est à l'adulte de trouver les mots
pour leur parler selon l'âge qu'ils ont, bien sûr. Mais autrement, il n'y a rien de pire pour un enfant que le silence sur des faits qui le troublent, qui l'inquiètent. Donc, on peut parler de tout, mais avec les mots choisis. Et ça, c'est à nous de les trouver, ces mots. Voilà. Et donc, c'est spécialement sur l'anorexie que cette personne pose la question ou... Il y avait anorexie, homosexualité ou autre, parce que c'est vrai que vous parlez de plusieurs Oui, maladies oui, ou handicaps dans votre œuvre. mais bon, l'homosexualité n'est pas un handicap, hein. Non, j'ai pas voulu dire ça comme ça, Non, bien non, sûr. non, non, je comprends. Mais oui, moi, on peut même, vous avez des petits-enfants qui, quand ils vivent dans un monde où ils peuvent côtoyer des personnes handicapées ou, autre volet, ils peuvent côtoyer des personnes qui ont des orientations sexuelles différentes de la direction habituelle, eh bien, on leur parle de ça et c'est tout à fait normal pour eux, il n'y a pas de problème. Si l'adulte n'a pas de problème avec ça, eh bien, il saura en parler aux jeunes, quel que soit l'âge de l'enfant. Et Merci beaucoup, Janine. Oui, pardon. elle avait également demandé s'il y avait la traduction de Au Cinéma Luxe. Je peux affirmer que oui, mais est-ce que vous auriez la traduction en italien pour, Cinema Lux. Oui, il y a un livre en italien qui existe, mais je ne sais pas s'il existe toujours dans les librairies, hein. Ça a été traduit en italien. Mhm. Mais moi, je ne l'ai pas, la traduction, hein. Je vois qu'il y a une autre question. Oui, il y a Eddie qui nous demande est-ce qu'il y aurait le même intérêt anthropologique et psychologique à écrire un livre sur les hommes qui ont aimé des femmes plus vieilles? Eh bien, comment elle s'appelle, cette personne qui a posé cette question? Eddie, Oui, eh bien, c'est exactement ce que je pense faire peut-être. Je me suis dit, j'ai écrit un livre sur les femmes qui ont aimé des hommes plus jeunes, mais il faudrait peut-être écrire un livre sur les hommes qui ont aimé des femmes plus âgées, pour savoir pourquoi, comment, qui sont ces hommes, parce qu'il y a peut-être un point commun entre eux aussi. Et c'est vrai que ces hommes, ils recherchent tous, ils ne recherchent pas à, comment dire, avoir une descendance. Ils recherchent l'amour, et ils recherchent l'amour avec une personne de grande envergure. Donc déjà, ils ont ce point commun. Mais c'est vrai que ce serait intéressant. Alors, ça me remet dans ce projet auquel j'ai déjà pensé. Merci. Je profite de la question d'Eddie pour justement te poser la question sur... alors, si on revient sur l'idée du récit autobiographique, tu as aussi des poèmes, des recueils de poèmes que tu considères comme autobiographiques. Et notamment, ce sont des textes que tu as écrits pendant cette dernière période. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tes derniers travaux littéraires, et si tu as des projets par rapport, voilà, déjà, on a eu un petit peu un clin d'œil sur cette possibilité de roman qui a été proposé par Eddie, ou bien en biographie, là, après ça dépend si tu pars sur la fiction ou si tu restes sur la biographie. Donc, je mettrai l'accent sur tes deux recueils de poèmes que tu as écrits récemment. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Et après, je propose qu'on pourrait proposer des lectures à la fin, quelques petites lectures, quelques extraits, quelques poèmes, comme l'extrait de La valise oubliée. Ensuite, on pourra terminer sur la poésie que tu considères, que tu présentes comme poésie autobiographique. Je parle donc de la poésie, là.
Oui, oui, en partant justement de la question d'Eddie, je pensais aussi à d'autres travaux récents, parce qu'en fait, là, c'est une possibilité pour l'avenir, mais je sais que récemment, tu as écrit des recueils de poèmes Oui, que tu oui, m'as présentés comme poèmes autobiographiques. oui, oui. Parce que je me suis rendu compte pendant le premier confinement, par exemple, que quand la vie était trop cruelle, ou, et même avant, quand la vie était indiciblement heureuse, le langage que j'emploie, c'est le langage poétique. Parce que la poésie, c'est le langage du cœur. Donc, les deux recueils donc, qui sont sortis en 2020, l'un a pour titre Icare, mon amour. C'est donc un recueil de poèmes d'amour dans lequel il y a toutes les phases de l'amour, le désir, l'accord, le désaccord, l'absence, l'humour, la légèreté, le bonheur, enfin voilà, je ne peux pas en dire plus. Il y a des petits poèmes très courts, il y a des poèmes plus longs, et c'est un hymne à l'amour. Et je ne vois pas une autre forme pour dire un amour quand il est très fort. Le deuxième recueil, qui s'appelle Renaître, c'est une suite de poèmes que j'ai écrits à partir de la nuit où ma maison a brûlé. Donc, ma maison a brûlé il y a quelques années, et au-delà des meubles que j'ai perdus, des robes, des photos, de tout, il y avait mes écrits. Et donc, mes écrits, mes personnages qui sont partis en fumée. Donc, j'écris dans ces poèmes ma peur d'avoir perdu l'écriture dans cet incendie et mon désir de l'avoir ressuscitée. Donc, par exemple, dans des poèmes aussi, là, courts ou longs, par exemple, je vous dis un petit poème très court, Écriture phénix, déploie tes ailes, confie-moi les mots. Voilà. Donc c'est pour ça que j'appelle ces recueils des poésies autobiographiques. Mais est-ce que la poésie n'est pas toujours autobiographique puisqu'elle elle vient vraiment des profondeurs de la personne? Et c'est la même chose, je pense, dans Au clair de la nuit. Moi, quand je pense à ta poésie, je pense à ce recueil que j'adore personnellement, qui est présenté sous forme d'album, avec des illustrations voilà, qui représentent certains éléments du poème. Et là aussi, je te l'ai dit, hein, la première fois que j'ai lu ce livre, j'ai pensé à toi, je t'ai retrouvé dans plusieurs de ce poème. On se connaît déjà un petit peu depuis quelques années déjà. Et quand j'ai lu ce recueil, effectivement, j'ai retrouvé certains de tes récits, de certains personnages que j'avais vus, par exemple, dans d'autres romans. Et justement, si je pense au clair de la nuit, je pense à certains poèmes que tu m'as lus récemment, où tu me disais, effectivement, il y avait quelqu'un de très important pour toi derrière certains de ces poèmes. Oui. Alors, ce que tu as retrouvé dans ce recueil de poèmes destinés à la jeunesse et que tu retrouves dans certains de mes livres, c'est ce qu'il y a d'enfance en moi. C'est-à-dire la légèreté, l'envie de sourire de tout. Et donc, parce que c'est vrai que dans ce recueil, Au clair de la nuit, je retrouve ce qui était important dans mon enfance, c'est la lune. Ma grand-mère nous faisait croire qu'elle parlait à la lune. Et elle nous faisait croire que la lune nous entendait. Donc, elle nous disait, si tu as un secret à confier à quelqu'un qui ne le répétera jamais, dis-le à la lune. Si tu es triste, parle à la lune. Donc, vous voyez, et donc dans mon enfance, la lune, la clarté de la lune triste ou la lune souriante, ça a eu beaucoup d'importance. C'est une partie de mon enfance.
Donc c'est ça aussi que tu as retrouvé dans ce recueil. Voilà. Je retrouvais en fait tout ce que tu m'as raconté et que je retrouvais justement dans les autres livres où les personnages sont par exemple des personnages des enfants, des adolescents, et on revoit un petit peu certains éléments effectivement dans tes poèmes. Je vois qu'il y a pas mal de questions, donc je laisse la parole à Jordan pour continuer avec les questions de la part du public. Oui, merci Chiara. Certaines questions, je vois, ce sont de la part de certains élèves. Donc, je sais qu'il y a des élèves qui sont en train de lire tes romans, notamment La valise oubliée en ce moment, et donc qui ont posé pas mal de questions. Du coup, je vais vous lire une question d'une des élèves. Donc, elle demande, est-ce que vous avez des animaux domestiques? Si oui, ils s'appellent comment? Et vous est-il déjà arrivé de les insérer dans un de vos romans? Alors, je n'ai plus d'animaux domestiques parce que j'habite en ville dans un tout petit appartement et je n'aime pas faire souffrir les animaux qui ont besoin de se promener, de gambader dans l'herbe. Mais j'ai eu des chats surtout. Le chat est l'animal de l'écrivain, tout le monde le sait. Voilà, j'ai eu des poissons rouges aussi et même j'ai gardé des chevaux. Voilà, je ne suis pas une personne qui, comment dire, très attachée aux animaux, mais je sais qu'ils nous apportent beaucoup, les animaux. Et quand j'étais très malheureuse, je le dis ça dans l'Enfant Plume, je me souviens être allée vers les chevaux de mon mari avait des chevaux, et m'être collée contre le cheval et avoir l'impression qu'il prenait toute ma peine, toute mon angoisse. Et je sais aussi combien c'est important, bon, dans ces temps de confinement, les gens qui ont la chance d'avoir un chat à la maison, ça les, ça les déstresse, ça leur fait du bien, et puis le chat, ils peuvent le toucher au moins, alors que les humains, on ne peut plus les toucher. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Et tant qu'on reparle de l'Enfant Plume, on a une question de Alessandra qui demande si vous conseilleriez la lecture de l'Enfant Plume à une fille anorexique. Oui, c'est une question vraiment très, très intéressante. Parce que moi, quand j'ai écrit ce livre, je pensais que j'aurais des réactions de la part des parents. Mais les premières réactions que j'ai eues étaient des réactions de jeunes filles anorexiques qui me disaient, comme ma fille, je n'aurais jamais cru que j'infligeais une telle souffrance à mes parents. Ou d'autres qui disaient, je suis en train de guérir et ça va me donner la force d'y arriver. Voyez? Donc, je pense que ce n'est pas... Ça peut pas être dramatique pour une jeune fille anorexique de lire ce livre. De toute façon, personne ne va l'obliger. Si elle ne veut pas le lire, elle le laissera. Si elle le lit, ça peut peut-être lui apporter quelque chose. Et nous connaissons une jeune fille avec Chiara qui a lu ce livre, qui souffre d'anorexie et qui a décidé de le traduire en français. Et nous espérons toutes les deux qu'on va réussir à faire éditer ce livre, publier ce livre par une maison d'édition italienne. Et ce sera cette jeune fille donc qui a pris l'initiative de traduire ce livre. Et c'est un livre qui lui est important. Merci beaucoup pour cette réponse. On a une question un petit peu plus large, mais tout aussi riche. Ricardo vous demande, quels sont vos auteurs préférés? C'est difficile de répondre à cette question parce que pour moi, et vu mon âge, la littérature, c'est comme une caverne d'Ali Baba. Donc il y a des milliers de trésors. Et de me dire quel est celui que tu vas choisir, quel est celui que tu préfères, c'est très difficile. Mais il y a des auteurs qui m'ont marqué surtout dans ma formation d'écrivaine. Enfin,
un des auteurs qui m'a le plus marqué, c'est William Faulkner. Et non pas que j'écrive comme lui, hein, pas du tout, mais ça a été un éblouissement pour moi. Je me suis dit, on peut écrire comme ça. Et ça, c'était la liberté dans l'écriture. Et voilà, c'est une chose que je recherche aussi. Mais autrement, non, je ne vais pas faire une liste d'auteurs. Et puis peut-être que demain, puis il y en a des tas, il y a des tas d'auteurs que j'admire, que je trouve merveilleux, que j'ai plaisir à lire. Donc, et peut-être que demain, je vais en trouver un encore mieux que tous les autres, et après-demain un autre. Vous voyez? Donc c'est question sans réponse presque. Et une auteure féminine peut-être? Une autrice? Voilà, Jordan, c'était ma question. Qui vous aurait inspiré particulièrement? J'ai beaucoup aimé Colette, mais c'est une autrice. Nous, on dit autrice hein, maintenant, comme en Italie. Il y a plein de femmes qui écrivent merveilleusement actuellement, qui écrivent surtout sur des problématiques de femmes, et ça, c'est très fort. On a des autrices francophones, mais qui viennent d'ailleurs, ou qui ont des origines africaines, et qui nous écrivent des livres stupéfiants. Enfin, c'est merveilleux. Je trouve que la montée des écrivaines des femmes, enfin, et ça fait partie de tout le mouvement des femmes qui disent on existe, on a toujours existé, mais on nous a gommés, on nous a fait taire, mais maintenant on ne nous gomme plus et on ne nous fait plus taire. Et donc c'est merveilleux. Merci beaucoup pour votre réponse. Et on a une autre petite question. Quelle était votre matière préférée quand vous étiez étudiante? Si je vous dis que c'est les maths, vous allez me croire? Non, je ne crois pas que vous allez me croire. Non, c'était le français, bien sûr. Et puis, il faut dire que j'ai été élevée dans une famille où on imposait le silence aux enfants. Et donc, quand j'étais en cours de français et qu'on nous donnait une rédaction à écrire, une rédaction, ça voulait dire que je pouvais dire sur un sujet donné tout ce que je voulais, comme je voulais. Et pour moi, c'était une fenêtre ouverte vers la liberté de m'exprimer, parce que je ne pouvais pas m'exprimer oralement, et mon mode d'expression premier, c'était l'écrit. Voilà, donc c'était vraiment le français. Et puis après, la littérature. Quand j'ai découvert la littérature au collège, au lycée, c'était un émerveillement. Merci beaucoup. Et du coup, une autre question qui a un rapport du coup avec le français et l'amour des mots. Comment est née votre passion pour l'écriture cette fois? Elle est un peu comme je vous le disais, elle est née du silence. D'ailleurs, j'avais écrit un jour, je remercie tous ceux qui m'ont empêché de parler, ils m'ont donné l'écriture. Et voilà, et cette passion d'écrire, donc, elle est venue du silence et elle est venue après de la découverte de la littérature et de la liberté que ça pouvait donner. Et puis du fait que l'écriture est une parole silencieuse que personne ne peut faire taire. Et on a beau brûler les livres dans les régimes dictatoriaux, il reste toujours un exemplaire du livre bien caché quelque part et on va le retrouver, voyez. Donc, et c'est vrai que l'écriture porte la liberté, et c'est pour ça que les livres sont brûlés quand on veut instaurer un régime totalitaire. Mais on ne brûle pas la pensée et on réussit toujours à la retrouver. Ben, merci beaucoup pour cette belle réponse. J'ai une autre question de Laetitia qui parle de la valise oubliée.
Et elle demande, qu'est-ce qui vous a inspiré pour inventer cette histoire? Pour moi, l'histoire est très belle. Et vous pouvez nous... N'hésitez pas à ajouter des choses qui vous viennent. Alors, bien, j'ai été inspirée par ce que j'ai vécu, parce que ce que j'écris dans la valise oubliée, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Après, j'ai ajouté quelques détails. Il y a 2 personnages que j'ai ajoutés qui ne sont pas, qui n'étaient pas là à l'hôpital parmi ma troupe de clowns, mais autrement, ça vient tout droit de mon vécu. Et Merci Janine. Et je pense que ce serait intéressant, peut-être pour terminer, écouter un extrait de La valise oubliée. On se démaquille et on arrive. Et l'infirmière a répondu « Oh non, s'il vous plaît, ne vous démaquillez pas ». Alors on s'est avancé parmi eux. Ceux qui étaient assis, qui avaient seulement des problèmes aux jambes, nous prenaient les mains et nous demandaient notre nom. Moi, j'étais un peu coincé quand même. Mais Ahmed leur demandait « Et toi, c'est comment ton nom? Quel âge tu as? Ça t'a plu? Tu marches pas? Oui, tu marches un peu? Allez, viens, je t'aide et on va jusqu'au fond de la salle, d'accord ?» Je l'ai suivi. Je souriais comme un imbécile à tous les enfants qui se tordaient la bouche pour essayer de me dire quelque chose. Je n'en menais pas large. Ahmed s'est penché sur un petit qui était sur un lit, le corps caché sous une espèce de tunnel recouvert d'un drap. Il lui a caressé la tête comme ça, comme il aurait caressé son petit frère. Moi, je n'aurais pas eu le courage de faire ça. Dans la famille d'Ahmed, ils sont 6 enfants. Il est grand pour ses 13 ans. Je ne crois pas que dans 2 ans, je serai aussi grand que lui. Les filles passaient des assiettes avec des madeleines, remplissaient les verres en plastique. On a bu un orangina. Un garçon avec une grosse tête et un corps tout petit, pris dans une machine, une sorte de carapace, a amené son doigt jusqu'à sa bouche avec des difficultés pas possibles et s'est mis à pousser des drôles de cris en regardant Fatia. Elle a hésité un peu, puis elle a couru derrière les rideaux et elle est revenue avec sa flûte. L'hymne à la joie. Elle a joué l'hymne à la joie en marchant entre les lits et les fauteuils et on la suivait en faisant les zouaves. On chantait « Oh, quel magnifique rêve !» Une chanson ringarde. Avant, je ne voulais pas la chanter. Fatia est passée partout, même auprès de ceux qui avaient un visage comme mort. Partout. Et puis Christine nous a fait signe qu'il fallait rentrer et on est repassé sous le rideau, comme ça, en suivant Fatia. Derrière, ils applaudissaient. Au moins 20 fois, on a sorti la tête pour leur dire au revoir. Merci beaucoup Janine. Donc c'est vrai que, comme je disais, on te coûterait, je pense, pendant des heures et des heures. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont très intéressantes. Donc, je voyais la question, est-ce que vous allez écrire un roman sur la pandémie qu'on est en train de vivre? Donc, tu as déjà un petit peu évoqué ce que tu as fait pendant le confinement. Est-ce que tu as d'autres idées pour l'avenir? Ou par exemple, est-ce que la période que nous sommes en train de vivre pourrait inspirer un de tes romans? alors, il faut savoir, enfin, en tout cas, dans mon cas, quand j'écris quelque chose, c'est que j'ai digéré cette chose. Et là, nous sommes en plein dans le confinement. Euh, il y a des tas de choses à comprendre, il y a des tas d'évolutions qui se font en nous. Donc, j'aurais du mal à écrire sur le confinement. Mais je suis en train de terminer un roman policier pour adultes qui fait, qui fait allusion, qui parle de choses qui se sont passées il y a quelques années. Donc il y a toujours un moment, un temps, en tout cas pour moi, un temps de retard entre les événements et le moment où je vais écrire dessus. Puisque j'écris dans ce roman, je parle d'un jeune homme qui va être, qui fait une bêtise, une petite bêtise, qui est emprisonné. En prison, il est radicalisé et il va
finir par partir en Syrie, par mourir en Syrie, et c'est sa sœur qui parle. C'est sa sœur qui le pleure, c'est sa sœur qui avait beaucoup d'espoir en lui, et qui, voilà. Donc, voilà, c'est donc quelque chose que j'ai écrit à partir d'événements passés de quelques années. Merci. Alors, vraiment, je pense que on voit aussi les traces du passé dans tes livres. Moi, quand je pense à tes romans, je vois les traces du passé, de ton passé individuel, hein, mais aussi du passé en tant qu'histoire. Donc, effectivement, quelque chose qu'on vit collectivement. Et c'est quelque chose de très intéressant et qui caractérise effectivement ton écriture et ton œuvre. Je pense que pour terminer, on pourrait. Tu as parlé de la Lune, donc ce serait intéressant d'entendre et d'écouter quelques poèmes. Donc, je demande à Jordan de partager son écran et de nous proposer la lecture d'un poème de Claire de la Nuit. La lune est lunatique. Elle s'amuse à changer de forme. Hier, elle était quartier de mandarine. Aujourd'hui, elle est hamac pour mon ami Pierrot. Bientôt, elle sera pomme d'ivoire ou orange sanguine ou ballon à moitié dégonflé. On dit toujours que je suis dans la lune, mais ce n'est pas vrai, c'est la lune qui est en moi. Tu veux confier ton secret à qui ne le répétera jamais? Dis-le à la lune. Merci beaucoup, Janine. Et on peut terminer avec ce conseil. Donc, ce soir, on va dire nos secrets à la lune. Non, merci beaucoup. Merci à vous tous. Je vois que voilà, il y a beaucoup de questions. Je pensais à la vidéo. En fait, si cette vidéo, ça vous intéresse, on peut diffuser cette vidéo qui présente aussi d'autres extraits qu'on n'a pas le temps de présenter, bien sûr, sur d'autres textes. Je parle de textes parce qu'il s'agit non seulement de romans, donc j'utilise un petit peu le terme plus large de texte littéraire. Et donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, ne vous inquiétez, n'hésitez pas, voilà, je trouve tout le monde, à nous écrire et on la partagera avec plaisir. Encore merci à la Maison pour tous, Frédéric Chopin de Montpellier, qui a réalisé cette belle vidéo. Donc, merci beaucoup et merci à tous. Merci à Janine. Et je vous attends la 3e séance de ce cycle avec Laurent Contamin, donc le 16 avril. Donc, merci beaucoup à tout le monde de votre présence. Merci.